Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Amos Frappa, Nicolas Delestre et Stanislas Petrowski pour cette conférence. Amos Frappa, au milieu, vous êtes professeur agrégé d'histoire-géographie à Lyon. Vos recherches portent sur la police et ses relations avec les forces de l'ordre lyonnaises sur la période du 19e siècle jusque dans les années 1940. Vous faites partie du CESDIP et vous êtes chercheur associé à l'École nationale supérieure de police. Nicolas Delestre, à droite, vous êtes spécialiste de l'histoire de la préservation des corps et de l'étude des momifications naturelles ou volontaires. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur la thanatopraxie. Vous étudiez les rites funéraires qui couvrent la période de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Vous êtes directeur des centres de formation en thanatopraxie AFIT et expert associé du laboratoire de l'École nationale supérieure de la police. Amos et Nicolas, vous êtes enseignants à l'École nationale de police scientifique. Vous vous êtes alliés pour donner naissance à une œuvre commune, Lyon, capitale du crime, couvrant la période entre 1890 jusqu'à 1935. C'est un documentaire qui, à travers de riches exemples de meurtres et de morts, retrace les premiers pas de la police scientifique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Du relevé d'empreintes au portrait robot, des grands noms se sont succédés pour faire naître cette discipline. C'est un ouvrage très accessible et riche d'images d'archives. Attention cependant, âme sensible, s'abstenir. Nous avons également le plaisir d'accueillir Stanislas Petrowski, romancier et thanatophracteur, invité au Salon du Polar pour son roman Derrière la chair, à votre gauche. De par vos différents métiers dans le domaine du funéraire et de la médecine légale, on peut dire que vous êtes également un spécialiste du sujet que l'on va aborder. Nous allons donc pouvoir laisser la parole à nos auteurs pour qu'ils puissent nous parler de l'histoire de la police scientifique et de la médecine légale. Et je vous donne le micro. Merci. Bien, eh bien en fait, donc moi je vais commencer donc par la médecine légale, puisque du coup on va se séparer les tâches pour vous. Ça sert pas à grand chose maintenant. Ça sert à rien. Hein. Et si je le jette, c'est pour la vidéo qui les enregistre. Parce que d'habitude on prend des micros pour à la fin quand on fait une belle punchline pour le lâcher comme ça, un peu façon rappeur américain, mais ça n'a plus le même sens depuis qu'il existe des crèmes hydratantes. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort parce qu'avec le bruit de fond là on entend. Ouais, alors ce qu'on va faire c'est que je vais me lever, tiens. Ouais. Allez. Mais non, mais il faut le micro pour l'enregistrement de la vidéo. Alors, bien. Alors, d'abord, on va parler d'histoire de la médecine légale. Donc, aujourd'hui, vous savez tous que la médecine légale est divisée en deux camps. La médecine légale thanatologique et la médecine légale clinique. La différence entre la médecine légale thanatologique et la médecine clinique, c'est que la médecine légale thanatologique s'occupe du corps mort, alors que la médecine légale clinique s'occupe de tout ce qui va toucher à la victimologie, des interruptions de travail et tout ce qui va autour. Donc, vous avez une grande différenciation entre la médecine légale vivante et la médecine légale corps mort. D'accord ? Cette distanciation, en fait, elle vient de l'origine même de la médecine légale, ou du moins de construction contemporaine. Cette construction contemporaine, on peut l'établir autour du 19e siècle. Pourquoi? Parce qu'au début du 19e siècle, le terme même de médecin légiste n'existe pas. Pour obtenir des médecins légistes, il faut qu'il y ait une formation en médecine légale associée. Ensuite, elle va émerger à la fin du 19e siècle. Donc tout d'abord, les médecins légistes, dès qu'on peut les définir, sont des médecins experts, qui sont médecins d'une autre catégorie, d'une autre discipline, et vont avoir une expertise en médecine légale associée. Donc ce sont des médecins classiques, quelque sorte, mais qui, au fur et à mesure des besoins des enquêtes judiciaires, vont se spécialiser ou apporter une expertise propre. La grosse différence, c'est que ces experts, lorsqu'ils vont témoigner, par exemple, en affaires judiciaires, perdent le statut d'expert et deviennent simples témoins lors de la présentation de leur expertise. Qui apporte évidemment une différence notable en termes de qualité. Cette médecine légale, elle se construit sur plusieurs principes. Le premier principe, c'est que la médecine légale, c'est une notion assez floue. Elle va inclure énormément de données. Elle va parler de médecine légale psychiatrique, elle va ajouter dedans énormément de données liées à différents besoins de la médecine judiciaire. Et donc, au final, la définition initiale de la médecine légale est relativement floue. Elle va commencer à se spécialiser dans le courant du 19e siècle, et notamment liée à des affaires à des spécialisations. Cette formation en médecine légale initiale, elle va être apportée suite à la Révolution française. C'est-à-dire va différencier les centres de formation en médecine. Vous avez trois grands centres initiaux, Strasbourg, Paris et évidemment Montpellier, avec un centre initial, avec des capacités différentes. Strasbourg va se fonder sur le principe d'une médecine légale statistique à l'allemande. Que l'Allemagne, alors, le principe légal, avait essentiellement sur la statistique. La politique sur les statistiques criminelles, donc, les médecins qui vont se former à Strasbourg vont avoir ces prérogatives. Un grand médecin légiste de Strasbourg, Gabriel Cour, va former des parties de la médecine légale française. Paris
va se fonder sur des principes environnementaux liés à leurs besoins. Comme toutes les villes actuelles, ils vont se spécialiser sur les points progressifs liés au corps. Évidemment, lorsque vous avez une ville actuelle, vous avez énormément de moyens, donc on va se spécialiser sur l'analyse de ce type de corps. Lyon, évidemment, va descendre de ce principe de Lyon et de Paris. On fait une médecine légale, parfois individualisée, parfois commune avec le reste de la médecine. Ça, c'est pour les principes de formation. Après, il faut bien imaginer les lieux dédiés à la mort partout dans les villes. Le premier lieu dédié à la mort, pour comment occuper une ville, c'est pas la mort. Ce qu'on appelle le dépôt des morts. Le dépôt des morts, en fait, c'est une base, généralement, qui se situe dans les hôpitaux. Et il va stocker les corps morts. Aucun moyen de conservation, les corps vont se décomposer et développer ce qu'on appelle des vapeurs méphitiques ou putrides. Donc, ils vont forcément gêner la réalisation de la médecine au sein des hôpitaux. Donc, très rapidement, les personnels hospitaliers et les directeurs d'hôpitaux vont souhaiter que ces dépôts des morts vont s'externaliser. La problématique, c'est que les premières externalisations, pour le nom de morgue, vont se faire exclusivement sur la problématique de personnes non douées. Les morgues, c'est pour les inconnus. Une fois que l'identification est faite, ils sortent de la morgue, systématiquement. C'est le principe d'une morgue. Après cette morgue, vont arriver ce qu'on appelle les laboratoires médicaux, les instituts de médecine légale. D'accord? Donc les IML, ce qu'on appelle aujourd'hui les IML, les instituts de médecine légale, vont se développer à partir du début du XXe siècle. Même s'il y a un enchevêtrement entre les instituts de médecine légale et les laboratoires de médecine légale. Tout ce style va se codifier historiquement parlant et techniquement parlant à partir de l'entrée vigueur, on va dire, de certains grands hommes de la médecine légale. Le tout premier qu'on peut estimer, c'est le premier médecin légiste français qui tient la route vraiment, qui s'appelle Fodéré. Fodéré, c'est un homme un peu particulier. Il est né et il a vécu à Saint-Jean-de-Maurienne, donc principalement là, avant de poursuivre ses études à Strasbourg, et donc détenir une partie de la médecine légale. Un des premiers codex avancés de médecine légale français, c'est Fodéré qui est. Et ensuite, la médecine légale va avancer petit à petit en ses besoins. Et pour parler des grands hommes de médecine légale, ceux qui ont constitué cette médecine légale au XXe siècle, je vais passer la parole à Stanislas Petrowski qui va vous parler de ces grands hommes. Je vais vous parler plus particulièrement d'Alexandre Lacassagne. Alexandre Lacassagne, c'est un homme qui est né en 1843 à Cahors, il est fils d'hôtelier. Au XIXe siècle, souvent, lorsque l'on est dans une profession, on reprend cette profession. Contre toute attente, Alexandre Lacassagne va se retrouver, comme parlait Nicolas, à Strasbourg, à l'école impériale de la médecine. Il va donc devenir médecin militaire. Et là, il va partir, entre autres, à Sétif, en Algérie. Là, en Algérie, il va être avec ce qu'on appelle le bataillon des Joyeux. Alors, de Joyeux, ils n'ont que le nom, puisque c'était ce qu'on appelait les Baddaf. Et là, il va faire une première rencontre avec la criminologie, la criminalité, tout simplement avec le tatouage. Aujourd'hui, le tatouage, beaucoup de gens sont tatoués, on se fait tatouer par esthétisme, un prénom, le signe astrologique, une personne que l'on apprécie particulièrement. À l'époque, en fait, on a principalement 4 castes de personnes tatouées. On va avoir les marins, les militaires, les prostituées et les criminels. Et le tatouage, à l'époque, représente quelque chose. Il est le chemin de vie de la personne. Ce sont des actes qu'on a commis, des lieux que l'on a visités, et donc Lacassagne va commencer à s'intéresser à ça pour avoir la vie de ces personnes. Et puis, il va revenir en France, il va aller travailler au Val-de-Grâce, et puis en 1880 va se libérer la chaire d'hygiène et de médecine légale de la faculté de médecine de Lyon. Logiquement, c'est un poste qui est réservé à des bourgeois du cru. Lacassagne vient de Cahors, ce n'est pas un bourgeois, mais contre toute attente, il va, même si c'est un outsider, il va avoir ce poste. Pour synthétiser un petit peu, on va dire qu'avant Lacassagne, la plupart du temps, la médecine légale servait surtout à donner la cause du décès. Telle personne est décédée de telle cause. Et Lacassagne, lui, a commencé à avoir l'idée de se dire aussi que on pouvait investiguer encore plus loin dans le corps et avoir plus de choses à faire que de donner simplement la cause du décès. Tout va commencer avec lui pour cette fondation de la police scientifique. Par exemple, en 1881, il va y avoir ce qu'on appelle l'affaire de l'île Barbe. L'affaire de l'île Barbe, c'est une femme démembrée qui va être retrouvée dans le Rhône. Et pour la première fois, on va faire intervenir sur la scène de crime d'autres personnes que le médecin légiste et les policiers. C'est donc la naissance des experts, veuillez m'excuser. Le croisement des compétences. On va faire intervenir un chimiste, parce qu'il y a des liens autour du sac dans lequel on va retrouver les membres pour analyser justement ces liens. On a une époque où on n'a pas des moyens de préservation de pièces anatomiques qui sont fulgurants, donc au fur et à mesure, puisqu'on a retrouvé les membres, ils risquent de se décomposer, mais
par rapport à une blessure d'une amputation, on peut trouver la lame qui a pratiqué cette amputation. Donc, il va faire intervenir un mouleur qui va mouler cette pièce afin que l'on puisse inhumer la partie du corps, mais pouvoir conserver la pièce à conviction si quelquefois on retrouvait l'arme. On ne sait pas qui est cette personne, donc il va faire intervenir aussi un photographe pour diffuser une des premières fois la photo des victimes dans la presse pour l'identification. Ça, c'est une des premières choses que l'AK5 va faire, mais il a fait des choses encore plus impressionnantes, c'est-à-dire que 7 ans plus tard, en 1888, juste à côté de Lyon, à Saint-Romain-en-Mont-d'Or, il est appelé pour venir ausculter une personne qui a pris 2 balles dans la tête. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne mourait pas rapidement ou aussitôt ou forcément mourir d'une plaie par arme à feu, même dans la tête. Tout simplement parce qu'on avait des puissances d'armes à feu qui étaient vraiment différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Il va faire une première introspection, analyse sur la personne, et puis malheureusement, la victime, Claude Moiroux, va décéder. Une fois que cette personne va décéder, il va retourner à Saint-Romain-en-Mont-d'Or et pratiquer l'autopsie. Entre deux, on a arrêté un jeune homme qu'on a accusé de cet homicide, et l'AK5 fait partie des gens qui ne pensent pas que cet homme soit coupable, et donc il va investiguer plus profondément. Les expériences qu'il va mener, les choses qu'il va faire, vont permettre de faire naître la balistique lésionnelle moderne, parce que c'est dans cette affaire que pour la première fois au monde, on va se rendre compte qu'une arme à feu signe son crime. Il va réussir à prouver, parce que dans ces cas-là, c'est pas le tout de le dire, il faut pouvoir le prouver et dire voilà, c'est cette arme à feu qui a tiré ce projectile, et cette arme à feu appartient à telle personne. Et donc, il va donner la naissance de la balistique lésionnelle moderne. Et en fait, au fur et à mesure, il va créer plein de choses comme ça. Il va se rendre compte que d'une région à l'autre, les médecins légistes ne restent pas longtemps. C'est pas un poste, ils préfèrent avoir une patientèle normale et gagner leur vie normalement. Donc ils quittent la médecine légale rapidement, et on a des problèmes quand on va avoir une affaire qui va changer de région ou qu'on va avoir plusieurs victimes, on va pas avoir les mêmes rapports d'autopsie. On va pas avoir le même protocole d'autopsie. Donc il va décider qu'il faut un protocole bien spécifique pour que si vous ayez un homicide qui a été commis ici à Sionzier, puis un autre à Lyon, et qui a eu 2 autopsies de fait, que quand le juge d'instruction, par exemple, va consulter ces pièces, il puisse avoir le même développé pour pouvoir s'y retrouver, et surtout pour qu'il n'y ait rien d'oublié lors de ces autopsies. Et donc l'AK5 va faire ce protocole, il va le créer. Il va retravailler encore une fois aussi sur la balistique lésionnelle pour prouver d'autres choses. Il va être capable de prouver sur ce qui était soi-disant un double suicide au départ, que ce n'était pas un double suicide, que celui qui s'est soi-disant raté a bien assassiné l'autre personne. L'AK5 va passer sa vie à faire des tas de recherches et à faire avancer la médecine légale. Il a même inventé, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler le LinkedIn de la médecine légale. LinkedIn, c'est quoi? C'est un réseau de professionnels où on peut s'échanger des informations. L'AK5 va se rendre compte que lui, en tant que médecin légiste, il croise parfois des cas très particuliers. Ces cas très particuliers, il se dit, je ne suis pas le seul à en avoir. Je ne suis pas le seul à en avoir en France, je ne suis pas le seul à en avoir en Suisse, en Allemagne, en Italie. Et donc, il va fonder ce qu'on appelle les archives de l'anthropologie criminelle. C'est une revue où les médecins légistes vont s'échanger entre eux des affaires. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils vont avoir un cas particulier, ils vont faire de temps à autre des découvertes, ils vont faire des tas de choses comme ça et partager entre soi les informations, c'est faire augmenter plus vite la capacité de cette science qu'est la médecine légale. Et donc, au fur et à mesure de toute sa carrière, il va faire des tas de choses comme ça. Il fait naître la police scientifique, et puis on arrive en 1900 où il y a un jeune homme qui n'a plus d'une personne pour sa thèse et qui va arriver sous ses ordres, c'est Edmond Lecard. Alors, avant d'embrayer sur Edmond Lecard, Sébastien vous a expliqué la grande problématique en fait, de la médecine légale au XIXe siècle. Il faut bien imaginer qu'au XIXe siècle, une des grandes problématiques, c'est l'identification. Pourquoi? Parce que le XIXe siècle est une période où les papiers d'identité n'existent pas. Donc, identifier quelqu'un, c'est une grande problématique. Vous expliquez qu'effectivement, Alexandre Lacassagne s'est énormément intéressé au tatouage sur sa période algérienne. Tout ce qui va toucher le Baltaf, il va faire des relevés de tatouage. Mais il y a une problématique pour ces tatouages. Est-ce que le tatouage, c'est une identification formelle? Ah non, mais sinon, voilà, j'en ai plus, ils sont bons. La décimation romaine, ça peut rendre en nature.
Bah oui. Alors, c'est formel une identification? Non, mais non. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir Plusieurs personnes peuvent avoir le même tatouage. Hein. Exactement. On peut travestir le tatouage, on peut le transformer, on peut le copier, on peut faire énormément de choses. À partir de quand une identification par tatouage devient formelle? À partir de quand on peut dire qu'un tatouage est propre à une personne? S'il y a des éléments qui sont rattachés à cette personne, les noms, le nom, non, parce qu'on n'a pas encore caché. Non, mais lui, il a bien. Ah bah oui. Pendant la guerre, Eh ben non, en fait, il faut bien imaginer en fait qu'on est sur des castes de médecins. Pourquoi je vous explique ça? Parce que Alexandre Lacassagne, son fils s'appelle Jean Lacassagne. Et Jean Lacassagne, il est dermatologue. Et lorsque Alexandre Lacassagne va se rendre compte que ses études sur le tatouage, au final, ne permettent pas une identification formelle, il va les laisser de côté. Il ne va plus vraiment s'intéresser au tatouage, puisque pour lui, ça ne permet pas l'identification. Mais son fils, Jean, est dermatologue. Et Jean va permettre d'associer les dommages corporels liés aux maladies vénériennes qui sont une grande problématique de l'époque, avec les tatouages. Donc vous prenez un tatouage et en sous-impression sur la peau, vous avez des bubons ou autres liés aux maladies vénériennes. Là, vous avez une identification qui est totalement formelle. Et on va être sur des grands démarrages en fait de l'identification. Et pourquoi c'est intéressant de voir les grands démarrages d'identification? Parce que, effectivement, on va vous parler dans très peu de temps là, de l'émergence de la police scientifique, et qui a émergé aussi sur un terreau qui est sur un besoin d'identification. Et ce besoin d'identification, on va passer sur du vertionnage, qui était l'autre technique d'identification par les mensurations humaines. Et là, je vais passer la parole à Amos Frappa. Donc ce que vous avez entendu jusqu'à présent, c'est que la médecine légale et que le corps a été une porte d'entrée vers l'introduction de la science dans les recherches judiciaires et policières. Donc on peut dire que la médecine légale est la mère de la police scientifique. Après, la question aussi, c'est, comme toujours, souvent d'ailleurs, qui est le père? Est-ce que c'est ce Alexandre Lacassagne qu'on a évoqué à l'instant? Est-ce que c'est ce Edmond Lecard derrière moi, dont je vais reparler, qui est l'élève principal de Lacassagne? Est-ce que c'est Faudéré, peut-être, qui, au début du 19e siècle, l'a dit Nicolas, a été l'un des premiers à être reconnu comme étant l'un des grands pontes des enquêtes criminelles, y compris en toxicologie, pour les poisons? Voilà, ça c'est une question qui reste ouverte. Et la thèse que ce Lecard, élève de Lacassagne, arrivant à soutenir sa thèse en 1901 et ouvrant en 1910 un laboratoire de police scientifique à Lyon, au Palais de Justice. Pourquoi est-ce qu'on peut la défendre comme telle? Parce que finalement, c'est ce Edmond Lecard qui, le premier, va dans un centre de police avoir plein d'experts qu'il va diriger, y compris d'ailleurs en médecine légale, parce qu'il y a des médecins légistes qui travaillent dans ce laboratoire de police. Il y a des gens qui travaillent sur les écritures, il y a des gens qui travaillent sur la balistique, l'étude des balles. Bref, c'est la première fois que la police a la main mise sur ces scientifiques. Et c'est là qu'on peut dire qu'il y a une bascule décisive qui s'opère et que naîtrait, en effet, techniquement, la police scientifique. Mais c'est qu'une question d'organisation finalement, parce que les pratiques étaient déjà là depuis très longtemps. La balistique, par exemple, Stanislas en parlait il y a quelques instants, dès le 19e siècle, on a des études menées par Lacassagne pour étudier la trajectoire des balles dans le corps, la façon dont les balles sont déformées par les canons des armes. Donc en fait, il n'y a pas de révolution en soi, c'est qu'une question d'organisation. Pourtant, il y a aussi une deuxième révolution qui est peut-être silencieuse, elle, c'est celle de la médiatisation. Parce que, évidemment, faire des expertises, ça coûte de l'argent, il faut des subsides, ils viennent parfois du ministère de la Justice, qui va rétribuer chaque expertise, mais il faut aussi que le ministère de l'Intérieur, qui chapeaute le laboratoire de police, puisse financer. C'est pour ça que, finalement, la révolution, c'était pas tellement le changement des pratiques judiciaires, mais plus le faire savoir. C'est-à-dire réussir à être bien avec la presse pour qu'elle fasse des articles sur le sujet, c'est-à-dire savoir comment parler aux jurés,
Parce qu'évidemment, les juges, les jurés qui reçoivent cette science en pleine figure, ils n'ont pas fait forcément d'études, et même pas du tout. Donc en gros, c'est du charabia ce qu'on leur envoie lors des procès d'assises. Et donc l'idée de ces policiers scientifiques comme Locard, qui cherchent à faire parler d'eux, c'est d'avoir un langage clair, net, avec des photos agrandies, des preuves décisives, où parfois ils vont jusqu'à entourer au crayon l'élément à retenir pour que le juré puisse voter sans aucun problème la culpabilité de l'individu et que le juge puisse se fier à ce rapport d'expert qu'il a entre les mains. Parce que comme l'a dit Nicolas, finalement, le juge n'est pas tenu par le savoir scientifique de l'expert. Il n'est qu'un témoin. Et le juge peut très bien dire, bon, en fait, c'est vrai, il y a un témoignage scientifique qui m'est parvenu, mais je ne vais pas en tenir compte, car pour moi, c'est pas un élément décisif ou c'est un épiphénomène dans cette affaire que j'ai à juger. Donc c'est pour ça que c'est bien le juge qui tranche en dernier ressort, et c'est pour ça que finalement, la révolution de la police scientifique, on peut la percevoir comme étant un simple apport, un éclairage extérieur, mais pas quelque chose qui va s'imposer comme le Saint-Esprit s'imposerait dans une chapelle en plein 19e siècle croyant. Donc bref, tout ça pour vous dire que la façon de communiquer, le marketing, est tout autant décisif. Et le marketing, il va passer donc par ces agrandissements de photos, il va passer aussi par la médiatisation de grandes affaires qui vont permettre de démontrer au public et aux gouvernants que oui, la police scientifique, elle a bien sa place dans l'argent qu'on va dépenser en matière de dépenses publiques. Alors, si il y a des grandes affaires qu'on a rattachées à la Cassagne, l'affaire de l'île Barbe, oui, l'affaire de la Malagouffée à peu près 10 ans plus tard, l'affaire de tueurs en série comme l'affaire Vacher. L'affaire Vacher, c'est dans le Dauphiné, région de Grenoble. C'est le tueur de bergers de bergères, un des premiers serial killers français. Et c'est l'une des affaires qui va faire la renommée de la Cassagne. Eh bien, il y a aussi l'équivalent pour ce Locard. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, en 1920, l'affaire de Tulle qui va éclater après la Première Guerre mondiale. Tulle, préfecture, en plein milieu de la France, dans laquelle il y a une série de lettres anonymes salaces qui sont envoyées aux gens qui travaillent à la préfecture et à d'autres notables de la ville. L'affaire Patine, on ne sait pas qui identifier comme étant le ou la coupable, même s'il y a une short list de personnes suspectées, et c'est là où on va faire appel, du côté de Lyon, à Locard. Locard va sur site et il va amener une nouvelle science pour analyser des écritures qu'on appelle la graphométrie. C'est-à-dire, en gros, je vais faire comme avant, je vais étudier la forme des lettres pour savoir qui est l'auteur de ce courrier, mais je vais y apporter de la science avec les mathématiques, en étudiant les statistiques, la courbure, bref, en apportant des éléments un peu tangibles. Et je vais, finalement, avec toutes ces stats que je vais concocter, produire un graphique pour avoir le graphique de la personne suspectée, le graphique de comparaison et voir si les deux correspondent. C'est hyper visuel, c'est d'une simplicité évangélique et ça démontre vraiment pour n'importe qui n'a pas de culture scientifique que oui, en effet, on a bel et bien affaire à la même personne. Et évidemment, cela va marcher puisque Locard va réussir ainsi à identifier une certaine Angèle Laval, anonymographe, c'est-à-dire auteur de lettres anonymes qui, pour se venger d'une déception amoureuse, avait en effet cherché à inonder la ville depuis des années de courriers anonymes. Et c'est une affaire que d'ailleurs vous connaissez peut-être parce que Clouzot en a fait un film célèbre, Le Corbeau, juste après la Deuxième Guerre mondiale, film qui a été d'abord censuré parce que c'est la délation finalement qui est mise à l'honneur dans ce film et qui a été depuis réhabilité et qui est justement basé sur cette affaire de Tulle. Seulement, là où vous allez rigoler, c'est quoi? C'est que finalement, cette graphométrie que Locard aurait manipulée pour montrer qui était la coupable, eh bien, il s'en est pas du tout servi lors de l'affaire. Et il a fait exactement comme ce que faisaient les experts auparavant, c'est-à-dire prendre les lettres et voir simplement la forme
voir la profondeur des faits et chercher par la déduction, simplement, façon Sherlock Holmes, à savoir s'il y avait ressemblance ou dissemblance. Et il l'a fait parce qu'il savait que sa méthode de graphométrie était critiquée par certains, notamment ceux qui, à Paris, travaillaient à l'école des Chartes et qui pensaient avoir une sorte de chasse gardée sur la science de l'écriture. Et pour autant, il n'a jamais été très clair sur le fait qu'il n'ait pas utilisé la graphométrie à l'époque. Et c'est pour ça que quand les premiers journaux se sont fait les gorges chaudes de cette victoire de la graphométrie par rapport à Angèle Laval, Locard s'est bien gardé de dire qu'il n'avait pas utilisé cette science et il a profité, il a surfé sur le succès, laissant croire que ça avait été une victoire de la police scientifique, alors que pas du tout. Alors c'est un exemple qui est intéressant parce que si vous voulez, il montre à la fois ce qui a animé ces premiers acteurs de la police scientifique, y compris d'un point de vue marketing, mais ça vous montre aussi les limites de cette science, qui n'a pas forcément été une bascule décisive, parce que on a continué à avoir usage d'éléments anciens, et on a même parfois continué un petit peu à être dans une espèce de frange par rapport au discours et à ne pas tout dire au public pour lui faire croire que oui, en effet, la science était magnifique, alors qu'en fait, pas du tout. Alors évidemment, vous avez entendu parler de graphométrie, de graphologie plutôt, vous avez entendu parler d'empreintes digitales, parce que les Bertillon, les Locard ont été les pionniers de l'introduction de cette science policière. Il y a eu aussi la balistique qu'a évoqué Stanislas. Il y a eu aussi l'étude du sang, qui a été beaucoup révolutionnée, par étapes évidemment. On a commencé par chercher à distinguer le sang humain du sang animal. On a ensuite découvert au début du XXe siècle les groupes sanguins, ce qui a permis d'affiner un petit peu plus l'analyse qu'on pouvait en faire. On a aussi étudié la forme des projections de sang sur les surfaces. Enfin bref, la police scientifique, c'est pas quelque chose qu'on puisse résumer à une discipline, c'est un faisceau de disciplines qui a été ainsi étudié dans une même chapelle et qui a permis de faire avancer les différentes enquêtes. Évidemment, cette histoire de la police scientifique, elle a connu un tournant avec la fin du XXe. En gros, après une phase d'immobilisme un peu logique, après cette profusion, si vous voulez, de découvertes qu'il y a eu une bascule qui a été celle de l'ADN. C'est une bascule d'ailleurs qui est anglaise, pas française, puisque Alec Jeffreys, au mi-temps des années 80, a trouvé cette voie de la génétique qui est, on le sait aujourd'hui, dès l'époque décisive, mais nous les Français, on a été assez réticents à cet égard, parce que c'est anglais notamment, c'est comme les empreintes digitales finalement. C'est pour ça qu'on a longtemps eu en France un peu de suspicion à l'égard de cette discipline. Et finalement, c'est un peu les Anglais qui nous ont forcé la main, puisqu'il y a eu l'affaire Dickinson qui a éclaté en France, cette jeune fille qui a eu des soucis par rapport à un individu espagnol. Et c'est là que la famille de Dickinson a forcé la justice française, qui n'avait pas confiance dans la génétique, à faire des prélèvements d'ADN, notamment à l'échelle d'un village intégral, sur la base du volontariat. En tout cas, ça a été la première enquête d'envergure avec la génétique en France. Alors ça n'a pas marché, mais on a franchi une étape, si vous voulez, et c'est là où l'ADN a été introduite en France. Et c'est ce qui a été un petit peu la dernière grande révolution de la police scientifique, parce qu'évidemment, au même moment ou presque, on patinait beaucoup dans les affaires scientifiques françaises. C'est l'affaire du petit Grégory, c'est l'affaire tueur Thierry Paulin à Paris. Donc tant les gendarmes que les policiers achoppaient à aboutir leurs enquêtes d'un point de vue scientifique. Donc l'ADN, si vous voulez, a permis de remettre en question un peu nos méthodes, de rebattre les cartes, et c'est là qu'on a commencé à chercher à établir par exemple un méga fichier national d'empreintes digitales, qu'on appelle le FAED. C'est là où on a commencé ensuite à mettre en place un grand fichier national d'empreintes génétiques, le FNAEG, à revoir un petit peu la connexion entre scientifiques et policiers. Parce qu'on s'était rendu compte qu'au fil des années, finalement, c'était deux univers qui ne se parlaient plus, qui se snobaient, et que cela affectait grandement l'efficacité des policiers. Et c'est pour cela, si vous voulez, que la France, qui avait été si notable avec
tous ces Lacassagne, Locard et consorts, eh bien, grâce à cette révolution de la fin du XXe, est revenue un peu au niveau qu'elle avait auparavant et a retrouvé la gloire d'antan, retrouvant sa place parmi les premières nations en matière de police scientifique. Seulement, cette histoire qui a priori est glorieuse, et c'est vrai que l'ADN, j'en parle avec détail, est un élément qu'on s'est approprié, à tel point qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la caractéristique de ce qui fait la police scientifique française, eh bien, qu'est-ce qui ressort? C'est ce qu'on appelle le portrait robot génétique, c'est-à-dire le fait qu'avec votre ADN, on puisse avoir la couleur des yeux, de la peau, bref, faire un portrait robot, mais avec l'ADN seul. Et ça, c'est notre arme fatale aujourd'hui en matière de police scientifique à l'international. Sauf que, évidemment, cette image si belle, si magnifique, on peut encore la nuancer fortement. Parce qu'en matière de génétique, on a fait des découvertes, et je crois même qu'il y a peut-être des romanciers qui ont été primés, il me semble, en Haute-Savoie ces quelques heures dernières, qui ont pu peut-être en parler un petit peu, n'est-ce pas, Stanislas? Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que le plus important que l'on ait, c'est l'identification. Mais l'identification, c'est pas forcément l'identification du coupable, c'est aussi l'identification des victimes. Et comme le disait si bien Amos, pendant longtemps, la police et les scientifiques se sont séparés. Mais de nos jours, on a une unité de police qui s'appelle l'UPIVC, l'unité de police d'identification des victimes de catastrophes, qui est ce qu'on appelle une unité dormante. C'est lorsqu'il va y avoir une catastrophe, que ce soit un séisme, un carambolage ou un attentat et qu'il y a de nombreuses victimes, qu'on va la réveiller. Ce sont des gens qui travaillent dans diverses autres unités de police. Et dans cette unité, on n'a pas que des policiers. On a des odontologistes, on a des médecins légistes, et eux vont retravailler comme avant tous ces scientifiques d'un côté réunis avec des policiers. Et là, on va utiliser des méthodes excessivement modernes comme l'ADN, des cartographies avec des drones pour pouvoir localiser l'accident et puis faire des quadrillages pour savoir que telle partie a été retrouvée à telle partie. Cependant, les techniques du 19e siècle, on les utilise toujours, la prise d'empreinte est toujours utilisée. L'identification auriculaire, c'est-à-dire qu'on pense toujours, quand on parle de choses qui sont uniques, on va penser premièrement aux empreintes et on va penser deuxièmement à l'ADN. Mais vous pouvez regarder les oreilles de vos voisins et voisines, personne n'a les mêmes oreilles. Chaque oreille a un dessin différent et donc c'est aussi quelque chose qui permet à l'identification. On va identifier aussi. Bien sûr, il n'y a pas que le corps humain, il n'y a pas que l'ADN, parce qu'identifier avec l'ADN n'est pas la preuve maîtresse, parce qu'en fait, il faut avoir l'ADN de la personne. Soit on va pouvoir, si on suppose que la personne est victime, qu'elle est décédée, on peut aller chez elle chercher sa brosse à dents si on peut rentrer ou sa brosse à cheveux. Si c'est chez moi la brosse à cheveux, vous ne l'avez pas, et si je viens de jeter ma brosse à dents avant de partir en voyage pour en mettre une neuve, vous n'aurez pas mon ADN. Donc vous ne serez pas capable d'établir. Donc il va falloir trouver au fur et à mesure d'autres choses. Donc il va avoir les éléments primaires. Les éléments primaires, c'est ce qui nous identifie vraiment. Donc ça va être l'ADN et les empreintes digitales. Là, ce sont vraiment des choses il n'y a pas de souci logiquement d'identification si on peut faire des confrontations. Mais on n'a pas toujours ces confrontations. Ensuite, on va avoir le secondaire. Comme en parlait tout à l'heure Nicolas, les tatouages vont faire partie du secondaire. Mais on ne va pas pouvoir, juste avec un tatouage, identifier. Le tatouage, le port d'un bijou. Le tatouage est une opération. Et surtout, les dents, l'odontologie. Parce qu'on a tous, sauf les tout petits enfants dans ces cas-là, mais la plupart des gens qui sont ici présents adultes, vous êtes tous allés chez le dentiste. Vous avez tous une denture différente et le dentiste conserve le travail qu'il a effectué sur votre denture, des radiographies, les prothèses qui vont été posées, que ce soit une couronne, que ce soit un appareil dentaire complet, que ce soit... Et tout ça va permettre l'identification des victimes, et si on est en plus sur un attentat aussi, l'identification des terroristes, de ceux qui ont causé justement toutes ces choses-là. L'UPIVC, en plus, c'est pas si vieux. On a commencé à en parler dans les années 80, c'était une réflexion d'Interpol, et en fait, il faut savoir qu'elle est née juste à côté d'ici. La première intervention de l'UPIVC, c'est la catastrophe du tunnel du Mont Blanc. Une des dernières en date, c'est Cross Montana, et juste avant, c'est eux qui ont été envoyés dans les charniers qui ont été découverts en Ukraine. Parce qu'ils interviennent quand il y a des ressortissants français, mais ils peuvent aussi intervenir sur d'autres lieux dans ces cas-là. Alors effectivement, donc Stanislas a totalement raison. Après, il faut mettre un petit bémol sur la réalité de la preuve. Très souvent, vous entendez que l'ADN, par exemple, c'est la maîtresse preuve, mais il y a des exceptions.
Par exemple, on peut parler d'un phénomène qui s'appelle l'ADN chimérique. L'ADN chimérique, c'est la présence sur une seule personne, sur un seul individu, de 2 ADN distincts. Et donc aujourd'hui, il y a une centaine d'affaires référencées à l'international qui posent un souci à ce niveau-là parce qu'une personne va présenter 2 ADN particuliers et totalement distincts. Pendant très longtemps, on a pensé que la présence du deuxième ADN était celui de la personne qui potentiellement avait interagi avec la personne décédée, et en fait pas du tout. Donc effectivement, il y a cette potentialité d'ADN distinct. Donc, en odontologie médico-légale également, il faut mettre un bémol sur une chose, c'est que le parcours dentaire aujourd'hui des personnes est extrêmement lacunaire et surtout va changer. Parce que il est rare aujourd'hui, sauf dans certains secteurs, d'avoir le même dentiste toute sa vie. Or, il s'avère qu'il n'y a pas de potentialité de suivi dentaire sur différentes personnes. Donc, il est possible que, malgré la présence du corps et d'une dentition analysable, on n'ait pas de point de référencement. Mais tout ça pose le principe de base qui est celui de la police scientifique lié à un objet de comparaison. C'est-à-dire que tout concept de police scientifique se base sur un objet comparatif. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose que vous prenez sur une scène quelconque ou quelque part, si vous n'avez rien à quoi le comparer, eh ben, c'est un épiphénomène qui ne sert à rien. Il faut avoir une potentialité de comparaison, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Quand on parle souvent de médecine légale ou de police scientifique, on oublie souvent une partie qui est l'entomologie médico-légale. L'entomologie médico-légale, c'est l'étude des insectes liés à la présence d'un corps. Okay ? L'entomologie médico-légale, elle est née... Alors, il est difficile de la voir naître réellement scientifiquement parlant, mais on va l'associer à un principe de naissance qui est celui des cohortes de Ménien. Ménien, en fait, est une personne qui a identifié un certain nombre de cohortes, donc entre 7 et 8, suivant le principe, et qui vont être des escouades d'insectes qui vont arriver et se succéder sur la présence d'un corps mort. Okay ? Ces cohortes de Ménien vont permettre d'identifier la présence d'un corps mort dans un secteur naturel ou confiné en fonction du temps de ponte et de la présence en fait de restes en fait de ponte qui vont permettre d'identifier en quelque sorte une sorte de datation de la mort et une datation de la présence dans ce milieu confiné ou extérieur de l'individu décédé. Pourquoi ? Parce que vous avez sans doute l'image avec les séries télé ou tout ce qui va autour que l'identification de l'heure du décès d'une personne est quelque chose d'extrêmement simple. Est-ce que vous avez une idée de comment on identifie l'heure du décès d'une personne, par exemple, en fonction du corps ? La température corporelle. Alors, température corporelle, comment va-t-elle évoluer ? C'est quoi le principe d'une température corporelle post-mortem ? Elle descend au fur et Jusqu'à à quand ? mesure du... Alors, jusqu'à quand ? Oui, c'est ça, je sais pas, jusqu'à combien... La température corporelle d'un cadavre humain va descendre d'1 degré par heure, en fonction du milieu évidemment, jusqu'à atteindre la température du milieu. C'est le principe. Elle va se stabiliser autour de la température du milieu. Ça, c'est le principe. Sauf qu'aujourd'hui, combien d'équipements sont climatisés ? À partir du moment où vous avez une climatisation, à partir du moment où vous avez un chauffage, à partir du moment où vous avez un contexte très particulier, il est extrêmement difficile d'extrapoler l'heure du décès en fonction de la température parce que ce milieu va être trafiqué. Donc, on ne va pas pouvoir se baser là-dessus pour définir. De plus, ce que vous voyez dans les séries télévisées avec un carcan horaire extrêmement précis au quart d'heure près, c'est totalement faux. En fait, il est très complexe d'établir une heure du décès. Pourquoi ? Parce que cette heure du décès va être sensible à énormément de principes externes au corps. À partir du moment où ces variables sont nombreuses et peu fiables par rapport à un concept scientifique, il est très difficile d'obtenir une heure fiable. Donc il va y avoir un schéma produit pour donner un environnement d'heure, un laps de temps qui va être acceptable, qui va définir la mort. Mais tout ça, c'est du contemporain. Or, il s'avère qu'en termes contemporains, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y a rien de plus difficile à définir au niveau médico-légal que la mort. Pourquoi ? Parce que la mort est très dépendante de ce que vous êtes personnellement. C'est-à-dire qu'aucun d'entre vous n'a le même concept physique que son voisin. Ce qui signifie que si vous, en tant que personne, vous venez à décéder dans un milieu, vous allez développer des structures, vous allez développer un principe de décomposition personnelle qui va être dépendante de ce que vous êtes. Imaginons par exemple que l'une des personnes présentes ici sont en chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un ensemble de métaux lourds qui vous sont associés dans un but de traitement. Okay ? La particularité de la chimiothérapie, c'est justement que ce sont des métaux lourds. Le principe des métaux lourds, c'est de conserver.
Donc à partir du moment où vous avez un traitement en métaux lourds, si vous venez à décéder dans un milieu, forcément, naturellement, par l'usage de ces métaux lourds en chimiothérapie, votre corps va se décomposer sur un laps de temps qui est différent d'une personne qui ne sera pas traitée de cette façon-là. Tout ça pour vous dire qu'en fonction d'un nombre de variables très important, il va être complexe de déterminer le temps de décomposition en fonction de l'état du corps et d'en extraire une datation. Et tout ça vous montre que malgré les avancées de la science, le corps mort reste un des derniers continents à explorer. Parce que même si vous avez l'impression que la science a fait un boom, et c'est vrai, les techniques d'autopsie par exemple qui sont pratiquées aujourd'hui sont les mêmes qu'au 19e siècle. Elles n'ont pas évolué. Les appareillages externes, la radiographie, tout ce que vous pouvez imaginer, qui rajoutent en fait de l'analyse effectivement à ce qui est déterminé, ne changent pas le principe d'une autopsie. Et ce principe d'autopsie est toujours le même. Si on part par exemple du concept d'ouverture du corps, le concept d'ouverture du corps se pratique sur 3 concepts. Le premier concept que vous connaissez sans doute tous, c'est un concept en Y, que vous avez dû tous voir dans les séries télé ou tout ce qu'il y a avec. On pratique un Y en fait sur le corps. Le deuxième concept, c'est ce qu'on appelle le manteau pubien. Donc on va partir du menton jusqu'au pubis, on va ouvrir rectiligne. Et le troisième concept, c'est ce qu'on appelle le volet parisien. C'est-à-dire qu'on va retirer le volet costal, donc l'intégralité des côtes, pour avoir une visibilité totale sur l'intérieur du corps. Okay, ces 3 concepts sont toujours utilisés en médecine légale. Et ces concepts ont été définis au 19e siècle. Ils n'ont pas évolué. Pourquoi ? Parce qu'au final, ce qui va intéresser la médecine légale est un concept qu'on établit par bloc. C'est-à-dire qu'on va étudier le bloc cœur-poumon, on va étudier le bloc laryngé, on va étudier différents blocs à l'intérieur du corps. Et donc, ce concept a besoin d'être stable. Pourquoi ? Parce que les variables autour du corps en décomposition sont tellement importantes et tellement fluctuantes que la stabilité de l'analyse est essentielle. Toujours dans le même principe que la police scientifique, c'est l'objet de comparaison qui va fiabiliser l'analyse. Donc si vous avez un objet de comparaison fiable, vous avez une analyse qui tient la route. Si votre objet de comparaison est fluctuant, déjà en procès vous êtes mort, et ensuite, l'analyse en elle-même est bancale. Donc le principe, autant de la médecine légale que de la police scientifique, est le même. C'est la recherche d'un objet de comparaison qui tienne la route et qui soit valable pour un maximum de personnes. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura jamais un concept initial valable pour 100% de la population. Il y a toujours des divergences. Les points de divergence humains sont très importants. On n'a pas tous les mêmes choses. Il y a des personnes ici, par exemple, qui vont avoir ce qu'on appelle des os wormiens. Les os wormiens, c'est les os supplémentaires au niveau des sutures crâniennes, qui sont des principes liés à certains types de populations mondiales. Vous avez des personnes qui vont avoir une queue. Donc voilà, parce qu'effectivement, il y a une symphyse pubienne qui est suffisante, qui est supplémentaire pour certaines personnes. Vous avez des divergences anatomiques propres à chaque individu. Or, ces divergences anatomiques, on ne peut pas les faire rentrer dans une règle statistique. Et l'importance de la science, quelle qu'elle soit, la science judiciaire, police scientifique, médecine légale, c'est s'accorder sur un principe scientifique initial, statistique, fiable, pour pouvoir effectuer des comparaisons. Donc finalement, en guise de conclusion, avant de répondre à vos questions éventuelles, c'est peut-être de quoi sera fait l'avenir. Et finalement, est-ce que l'avenir ne sera pas une sorte de retour au passé ? Je vais vous donner 2 exemples qui peuvent étayer cette piste que je vous propose. La première, c'est l'identification par les oreilles, qui a été l'un des premiers travaux de recherche des policiers scientifiques, comme Bertillon à Paris. C'est-à-dire savoir décrire ce qui est votre marqueur principal, l'oreille, et la décrire, cette oreille, par un langage scientifique particulier. Eh bien, il y a eu une forme de retour il y a quelques années, puisqu'on s'est rendu compte que lorsqu'il y avait un cambriolage, les malfaiteurs avaient encore ce réflexe pernicieux de poser l'oreille pour voir s'il y avait personne dans l'appartement ou dans la maison. Donc les policiers, tranquillement, peuvent encore aujourd'hui relever les empreintes oculaires et voir si celle-ci est identifiable. Autre piste, pour vous montrer à quel point le futur peut être le passé, c'est les travaux actuels qui sont faits par le SNPS, Service National de Police Scientifique, qui sont de travailler sur un capteur d'air d'ADN pour, dans un espace particulier, en gros aspirer l'ADN qui s'y trouverait et ainsi chercher à travailler sur celui-ci. Eh bien, c'est pas quelque chose qui est si révolutionnaire parce qu'il y a déjà eu ce réflexe-là, notamment quand à la fin des années 1920, du côté de Lyon, on a mis au point un aspirateur à criminalistique qui était censé aspirer les poussières sur une scène de crime
pour l'étudier, parce que cette poussière peut être de la poussière qui a été amenée par un malfaiteur, comme elle a pu être prise d'ailleurs par le malfaiteur sous sa chaussure. Et donc, on pensait que c'était un élément qu'il fallait étudier en tant que tel, la poussière. D'ailleurs, cette même poussière, c'est aussi ce qui avait créé ce qu'on appelle le principe d'échange de la police scientifique, le fait qu'un malfaiteur va laisser des traces sur une scène de crime tout en emportant sans forcément le savoir. Donc vous voyez que finalement, avec cet aspirateur à ADN, on revient un petit peu à ce qu'on avait testé par le passé, ce qui est peut-être pas forcément un cycle, mais en tout cas ce qui est la preuve que la connexion qu'il y a entre le présent et le passé, ou entre le futur et le passé, eh bien, est également un élément qui fait objet de réflexion chez les médecins et les scientifiques et les policiers encore aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci. Et on va Merci pouvoir à vous. Si vous avez des questions, c'est maintenant. écouter vos questions. Il met la pression. Pas de questions, c'était clair? C'était super clair, ouais. C'est vrai? Merci. Bah, on peut continuer alors si vous n'avez pas de questions. C'est vrai? Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle toxicologie? Sans que ça nous aime. Allez. Alors, qu'est-ce que vous savez en fait? T'as 5 minutes, ouais, de me faire signe. C'est combien? Hein? Combien? Ah 15 000. Oh, Ah, nickel! bon. Ok, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une TL50? Au niveau là. Une TL50 en toxicologie. Alors, est-ce que vous savez comment on détermine en fait l'échelle des poisons et de la toxicité des poisons au niveau létalité? Le temps que ça met à tuer quelqu'un? Pas du tout. La TL50 en fait c'est le principe du grammage en fait de poison nécessaire pour tuer 50% d'une population étudiée. Une fois qu'on obtient en fait la mort de 50% de cette population, on va quantifier en termes de poids cette population. On va y associer donc un grammage de poison et à partir de là, on obtient ce qu'on appelle une TL50. La TL50 va faire une échelle de poison. Est-ce que vous pouvez imaginer quel est le poison aujourd'hui qui va pouvoir potentiellement tuer le plus d'êtres humains en fonction du moindre grammage? Donc parce qu'évidemment, cette TL50, plus elle est faible, plus elle va être létale. Pour vous donner un exemple, la TL50 la plus forte va donc être le poison qui va tuer le moins de personnes. Est-ce que vous pouvez imaginer quel est le poison qui tue le moins de personnes? Mais surtout, c'est testé comment? Sur des populations animales? Ah, c'est testé sur tout et n'importe quoi. À un moment donné, on est... Là, on a fait une demande, ça va être sur Sionzier la semaine prochaine. Dans cette pièce, vous avez tous absorbé des trucs super sympas. Alors, quel est le poison, d'après vous, le moins létal? L'eau. L'eau est la potentialité de TL50 la plus élevée, ce qui signifie qu'elle est la moins létale. Pourtant, c'est un poison, ce qui signifie que chaque année, des personnes décèdent par l'absorption d'eau. Mais Ok. d'eau ou de ce qu'il y a dans De l'eau. l'eau, Water, H2O, water, un truc, Parce que just what you need. comment on peut Ok, bah de l'eau, c'est un poison. Donc voilà. Et on a appris ça récemment, en fait, lors de notre réunion annuelle des alcooliques anonymes. Du coup, voilà. Non, en réalité, effectivement, la TL50 la plus élevée, donc le poison le moins létal, c'est l'eau. La TL50 la plus faible, donc le poison le plus létal, d'après vous, qu'est-ce que c'est? L'amour. Ouais, c'est vrai. Mais en réalité, non. C'est notre fleur de passage. Du coup, alors, qu'est-ce que c'est d'après vous? Le? Non, c'est pas loin. C'est pas loin, hein, il est bien pas aussi loin. le plutonium. C'est pas loin. Il a une grosse TL50, mais c'est pas lui. L'arsenic, non? Non, c'est très faible en TL50. Donc c'est un matériau radioactif. Non. Non. Déjà dit. C'est la toxine botulique. La toxine botulique, en fait, c'est le poison le plus létal pour l'homme. On est inférieur à 1 gramme pour à peu près 300 kg, ce qui signifie qu'avec 1 gramme de toxine botulique, vous tuez à peu près une dizaine de personnes. Et pourtant, on en fait des injections médicales. Ah, ça, pour, c'est ton problème, ça. Et donc... Enfin, pas le botox. Eh bien, tout à fait. Mais attention, le botox, en fait, c'est de la toxine botulique extrêmement diluée et avec un traitement chimique très particulier qui normalement ne pose pas de problème. La détoxifie. Alors voilà, on la détoxifie même s'il reste une potentialité de toxicité. Mais tout ça pour vous expliquer qu'en réalité, la toxicologie est quelque chose qui est né très... on va dire, c'est la Renaissance italienne qui a donné en fait la toxicologie. Pourquoi? Parce que évidemment les poisons, c'est une grande particularité de la Renaissance italienne. Les grandes familles italiennes telles que les Médicis et autres avaient une passion pour les poisons, quels qu'ils soient. Ce qu'on appelle les poisons de contact ou autres.
et surtout les poisons à vaporisation directe que vous trouvez par exemple dans la région, puisqu'on peut tout à fait effectuer des poisons avec ce qu'on va trouver dans la région. Et pour faire cette petite différence entre les types de poisons, on va faire appel au grand spécialiste, le professeur Chouron. Vas-y mon ami. Poison à deux contacts, poison de vaporisation, les... Voilà, en fait, on pense toujours à la bonne santé par les plantes, comme l'avait écrit Maurice Mességuet, mais en fait, il faut savoir qu'avec toutes les plantes que vous pouvez trouver, par exemple, vous savez que tous les ans, la plupart des gens, pour porter bonheur aux autres, ils offrent du poison. Le muguet est un toxique. Alors, pas super dangereux. De là à tuer, il faut une bonne dose, mais à rendre bien malade, il n'y a pas de souci. Par exemple, on a beaucoup de mairies, d'hôtels de ville qui vont faire des parcs très jolis avec ce qu'on appelle le ricin. Le ricin, c'est une très jolie ombellifère avec des grandes fleurs bordeaux. Il a une petite fleur rouge avec des picots dessus. À l'intérieur de cette fleur, vous avez une graine marron avec plein de petits points jaunes. Il suffit simplement de la sécher, de la réduire en poudre toute fine, de souffler et c'est fini, il n'y a plus personne. Quand vous vous promenez sur les talus, vous avez ce qu'on appelle la digitaline, ces jolies petites cloches, vous faites une infusion à la digitaline. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est digitaline, mais c'est aussi un médicament. En fait, un médicament est un toxique. Il y a un grand médecin suisse du XVe siècle qui disait « Rien n'est poison, tout est poison, seule la dose fait le poison ». Ce qui fait qu'un produit peut passer avec une simple erreur de dose, de remède à poison. C'est-à-dire qu'on peut empoisonner, puisque la digitaline va donner des problèmes cardiaques, vous allez faire une crise de tachycardie, donc accélération du rythme cardiaque, mais si vous souffrez de brachycardie, que vous avez un cœur qui bat trop lentement, en vous donnant de la digitaline, on va vous sauver la vie. Et donc, c'est le principe de toutes les plantes qu'on va retrouver dans la composition des remèdes, donc des médicaments, qui, selon, si vous n'avez pas la pathologie et que vous prenez le médicament, vous pouvez en décéder ou vous intoxiquer sans forcément décéder. Et si vous augmentez la dose, vous allez là avoir des risques. Et ça, c'est le grand principe de la pharmacologie et de la toxicologie. Après, il faut bien imaginer, vous avez expliqué effectivement que le dosage est important, mais le mode d'absorption aussi est important. Ah oui. Dans chacune de vos cuisines, vous avez un poison extrêmement violent. D'après vous, c'est quoi? De quoi on enduisait les flèches au Moyen-Âge pour tuer l'individu? De caca. D'ail. Ah ouais, j'allais dire les. L'ail est un les anticoagulant qui faisait que lorsqu'on enduisait les flèches, les personnes continuaient à saigner et ne cicatrisaient. C'est pour ça qu'on dit aïe. Alors tout ça, On a bu surtout, tout ouais. ça pourquoi? Pour vous dire que la toxicologie aussi, on va vous demander de vous calmer, hein, surtout lui. Il y a un moment ça va quoi. Hein. Non, ouais. Il faut bien imaginer en fait que la toxicologie a imprégné autant la médecine légale que la police scientifique. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des grandes affaires qui ont parcouru le 19e et le 20e siècle qui ont eu une interaction avec le poison, évidemment. Et Amos, par exemple, est-ce que tu peux nous parler de grandes affaires qui sont situées? On est une sorte de show vivant, vous voyez. Alors, il faut savoir que juste après, on est au Leclerc de Bénaud, au rayon yaourt. Si vous avez des besoins à ce niveau-là, on peut aussi interagir. Vas-y, Amos. Eh bien, c'est très intéressant comme exemple, la toxicologie, parce qu'elle a été à la fois une porte d'entrée historique importante et aussi une sorte de roche tarpéienne de laquelle on a jeté la police scientifique. En gros, ça a été ce qui l'a amené vers l'insuccès le plus majeur. En effet, en 1840, il y a une grande affaire française qui va défrayer la chronique. C'est une affaire d'empoisonnement qui d'ailleurs est connue ici, hein, parce que dans cette médiathèque, je veux dire, parce qu'elle a donné lieu à un roman célèbre qui est Madame Bovary. C'est l'affaire Lafarge, qui aurait empoisonné son mari parce qu'elle s'ennuyait. Enfin bref, c'est vraiment comme ce que vous avez dans le roman qui évoque les mêmes éléments. Bah, à la fin en tout cas, enfin sans vouloir spoiler, mais à la fin il y a l'empoisonnement effectivement du mari. Mais comme tous les affaires judiciaires, le romancier a... Ah bah, le principe de l'affaire judiciaire qui inspire le romancier, c'est qu'il s'en inspire. C'est qu'il ne va pas la reproduire intégralement, surtout qu'après il peut y avoir des problèmes évidemment avec la justice. En tout cas, c'est une affaire qui va défrayer la chronique parce qu'on découvre un petit peu plutôt l'arsenic est un peu la star de cette affaire, qui arrive au moment où les Anglais mettent au point un appareil pour mesurer la proportion d'arsenic, parce que c'est une question de proportion, qui est l'appareil de Marsh.
Et c'est une affaire aussi qui va défrayer la chronique parce qu'il va y avoir un combat d'experts, Orfila contre Raspail, Paris contre la province, qui ne va pas se résoudre finalement sur le plan scientifique parce que c'est une question de rapidité d'arriver au procès, parce qu'il y a la voie ferrée, le chemin de fer, mais il y en a un des deux qui ne va pas arriver à temps pour défendre son point de vue. Bref, ça va être une sorte de maelstrom judiciaire qui fait qu'on ne saura jamais vraiment si cette pauvre Lafarge, je dis pauvre parce qu'elle a été blâmée dans l'histoire, était finalement coupable ou pas. Et ce qui en est ressorti, c'est que le chimiste était un acteur essentiel de la police scientifique, que la toxicologie est un élément fondamental en matière de recherche scientifique, mais que ça pouvait donner lieu à des discussions un peu complexes. Et ce qui a été donc une porte d'entrée, si vous voulez, sur la police scientifique, parce que ça a apporté un éclairage incroyable sur la science policière, ça a été aussi son tombeau. Parce que, un siècle plus tard, quasiment, vous avez une autre affaire d'empoisonneuse célèbre, parce qu'a priori, l'empoisonnement est une technique de mise à mort plutôt féminine, d'après en tout cas ce qu'on a dans les récits policiers et judiciaires. C'est l'affaire qui va mettre en scène Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun, qui aurait tué non pas un, mais plusieurs hommes de son entourage, ce qui va donner lieu à des exhumations. On va prendre des morts anciennes qu'on pensait être naturelles pour voir si c'est pas elles qui les avaient empoisonnées à l'arsenic. Il va y avoir le labo de police de Marseille du docteur Georges Bérou qui va être mis dans la boucle judiciaire pour justement faire des analyses sur l'arsenic. Et ça va être, comme un siècle plus tôt avec Lafarge, là aussi, l'occasion d'un combat d'experts abominable lors duquel Georges Bérou va être décrédibilisé. Car en effet, alors que Georges Bérou a cherché à démontrer que la culpabilité était bien et bien prouvée, l'avocat de la défense va lui sortir des bocaux en lui demandant de savoir si à l'œil nu il peut identifier la nature du toxique qu'il y a dans ces bocaux. Georges Bérou ne sait pas que c'est un piège de cet avocat qui est très brillant. Il se fait avoir et l'avocat ensuite dévoile le contenu des bocaux qui n'avaient rien à voir. Et c'est comme ça que l'Assemblée pousse un soupir collectif, que Georges Bérou blâmit, que la séance est interrompue. D'ailleurs, Georges Bérou ne remettra plus jamais un orteil dans le tribunal parce qu'il estimera que sa santé ne lui permet plus de venir. Et c'est là où on découvre que l'expert n'est pas forcément si expert, que la toxicologie a plus de secrets que n'y paraît, que l'arsenic peut venir aussi bien de la terre du cimetière dans lequel il y avait le corps que dans le corps lui-même ou ce qu'il a pu ingurgiter. Bref, ça a été un moment où on a commencé à douter parfaitement de ce que la toxicologie pouvait apporter ou pas à l'enquête judiciaire. C'est intéressant en fait les deux affaires qu'établit Amos pour une raison très très simple, c'est les moyens pour doser l'arsenic. Il vous a parlé tout à l'heure d'une machine de marche. Est-ce que vous savez un petit peu ce qu'est la machine de marche ? En fait, c'est relativement simple. Il faut bien imaginer que l'arsenic se détermine par ce qu'on appelle la vaporisation. Pourquoi ? Vous prenez en fait de l'arsenic, vous le faites rentrer en combustion, vous allez avoir ce qu'on appelle un voile d'arsenic. Vous mettez au-dessus une plaque en verre. Sur la plaque en verre, lorsque vous entrez l'arsenic en combustion, va se positionner un voile qui va renvoyer la lumière. On parle de miroir d'arsenic, de voile d'arsenic. Le principe de la machine de marche, c'est deux coupelles en céramique dans lesquelles on va mettre sur l'une un test, sur l'autre le besoin d'analyse et on va faire rentrer en combustion. On va positionner les plaques en verre au-dessus et le principe c'est de voir arriver ce voile. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que l'arsenic, il faut savoir que initialement parlant, avant de devenir ce qu'on appelle la poudre de succession, parce que c'est le nom qu'on donnait à ce poison à la fin du 19e, elle était utilisée dans l'embaumement des corps et dans ce qu'on appelle le chaulage des grains. Le chaulage des grains, en fait, c'est le fait de plonger les grains dans une substance pour la préserver de la putréfaction et du fait d'être mangé par les nuisibles, par les rats et autres. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que lorsque vous avez un corps qui a subi un embaumement, forcément à l'arsenic, il est totalement impossible pour la médecine légale, quelle qu'elle soit, de déterminer si le dosage d'arsenic dans le corps provient de l'embaumement du corps ou d'un empoisonnement. Ça, c'est la première chose. Oui, vas-y. Et du coup, la deuxième chose à imaginer, c'est que le dosage d'arsenic dans le corps de chaque individu est forcément important. Pourquoi ? Parce que l'arsenic, en réalité, c'est un élément naturel. Vous avez en fait en vous, en chacun d'entre vous, du dosage d'arsenic. L'arsenic, on en trouve dans la terre, on en trouve dans énormément d'endroits. Des crustacés. Dans la Loire, par exemple, vous avez un village qui s'appelle Saint-Bonnet-le-Château, dans lequel on a ouvert il y a
quelques temps déjà, il y a plus d'un siècle maintenant, une crypte dans laquelle on a retrouvé un grand nombre de corps qui avaient été préservés naturellement par la terre. Pourquoi? Parce que la terre était chargée d'arsenic. C'est un métal lourd naturel. Et donc la présence en fait de cet élément au niveau naturel, mais également dans le cadre de l'empoisonnement, fait que son dosage représente une ambiguïté forte. Donc ça va être très complexe au niveau de ce poison de déterminer d'où vient cet arsenic. De plus, il existe plusieurs façons de décéder face à l'arsenic. La première façon, c'est un surdosage. On vous donne une très grosse dose, vous en décédez. Ok, pas de problème. La deuxième façon, c'est un dosage qu'on va dire par restriction. C'est-à-dire, on va vous donner de l'arsenic un peu chaque jour, et un jour, on vous en donne plus. Et là, votre corps, en fait, eh ben, il va péter un câble. Et du coup, vous allez décéder, mais d'une chose totalement extérieure. Mais comme on vous disait tout à l'heure, en fait, les poisons naturels sont présents systématiquement. L'un des poisons les plus simples et qu'on estime le moins, c'est ce qu'on appelle par exemple le potassium. Le potassium, vous en avez en chacun d'entre vous, sauf que le potassium va avoir une ambiguïté sur la gestion de votre rythme cardiaque. Donc, si vous avez un dosage de potassium normal, il n'y a pas de problème. Si par exemple vous avez un sursaut en potassium, vous risquez de faire une crise cardiaque. Or, le potassium a une particularité, c'est qu'il va s'éliminer avec les dernières urines. Donc si vous venez à décéder sur un surdosage de potassium, le potassium va partir avec les dernières urines. Or, ce potassium est quelque chose d'extrêmement simple à trouver. Vous en avez dans énormément de compléments alimentaires, dans tous les supermarchés, dans les bananes, dans ce que vous pouvez imaginer. Donc, il est facile de concentrer du potassium et d'en faire absorber un individu. Le poison, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement tendancieux. Pourquoi? Parce qu'il va être naturellement présent et c'est effectivement son mode d'absorption et son dosage qui vont faire toute la différence. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Je voudrais juste finir sur Marie Bénard, parce que sur Marie Bénard, ce qui est très intéressant, si vous vous rappelez de l'affaire, elle n'a pas été condamnée. Elle n'a pas été condamnée alors qu'on est certain de sa culpabilité. Et là, Amos a dit que son avocat était très intelligent, il était fortement intelligent, parce que déjà, il a mis l'expert Bérou en porte-à-faux, et surtout, comme l'a souligné Amos, il a fait analyser la terre du cimetière. Et lorsqu'il a fait sa dernière plaidoirie, au dernier moment, il a dit aux gens, oseriez-vous condamner cette femme qu'un village fait enterrer ses morts dans une terre bourrée d'arsenic? Et en France, le droit fait que le doute profite toujours à l'inculpé. Et c'est sur cette simple phrase, en fait, que cette femme n'a pas été condamnée. Et comme l'a vraiment dit Amos, quand on relit les minutes, cet avocat était vraiment, c'était l'acquittateur de l'époque. C'était vraiment quelqu'un qui savait manier les mots, manier le jury, et en fait, il n'y a pas besoin pour innocenter, il faut juste donner le doute. Vous n'avez pas le droit de voter contre la si vous avez un doute, on vous dit dès le début. Et en fait, c'est d'un doute. Alors, ce qu'on vous a fait également, c'est que les deux ont produit en fait des choses exceptionnelles. Donc, tout d'abord, Amos Frappa a produit un ouvrage. Est-ce que tu veux bien parler de ton nouvel ouvrage? Ah ben bien sûr, ça alors, quelle coïncidence, vous savez qu'il y avait... Je suis totalement ébobie, tu as produit quelque chose de nouveau. On a trouvé des élites ou des berces. Il y a des supermarchés Leclerc, écoutez. Alors, on fait Auchan, on fait les galeries marchandes, non, on fait les galeries marchandes. Allez, vas-y. Mais oui, bien sûr, Nicolas, c'est un ouvrage qui vient de sortir il y a quelques semaines. Mon Dieu, mais où? Mais il est en bas, juste en dédicace, c'est incroyable, et qui traite d'affaires judiciaires du moment où la police scientifique est née, avec justement ces différentes disciplines qu'on vous a évoquées, pour voir un petit peu comment a émergé la police scientifique, avec quel cheminement, quels doutes, quels acteurs, quel échange avec d'autres espaces. Le tout d'un point de vue très photographique pour que vraiment vous puissiez, tous ces mots qu'on a évoqués aujourd'hui, mettre une image derrière et voir un petit peu comment concrètement se faisait une analyse ou comment se présentait pour la balistique la comparaison face à un microscope comparateur. En bref, tous les éléments qui vont donner un peu de chair à tout cela. Mais la chair, n'est-ce pas aussi l'ouvrage? Oh là là, incroyable, incroyable. Donc, Derrière l'explication qu'il va vous faire sur ses précédents ouvrages voilà. à base de la Cassagne. Voilà, donc j'ai derrière la chair j'ai eu la chance qu'il remporte le prix du salon de Sonzier, le prix du polar, donc qui vous raconte l'UPIVC. Seulement si vous le voulez, il faut le commander au libraire parce qu'il est victime de son succès, il n'y en a plus. Cependant, pour vous ravir, parce que je sais que sinon vous seriez trop triste de repartir sans rien, il me reste quelques ouvrages sur le fameux docteur Lacassagne dont je vous ai parlé. Où là, vous retrouvez, en plus, vous en avez deux pour le prix d'un. C'est un poche et à la fin, vous avez Amos qui fait la postface en tant qu'historien. Magnifique, Que magnifique. peut-on faire de plus pour vous, messieurs, dames? Eh ben, on va descendre au préalable et on vous attendra à notre table exceptionnelle en se disant que vous allez tous venir nous rejoindre. On sera très fiers et on rendra jaloux l'intégralité des autres auteurs. Et
ça n'a pas de sens. Et ça, c'est juste pour la vidéo. Merci à vous tous. Merci.